Bonjour à tous les présents. Merci d'être venus aussi nombreux un dimanche presque après-midi. Un sujet très technique pour ouvrir ce plateau télé avec la thématique qui est indiquée, à savoir les nouvelles réglementations autour des normes d'accessibilité pour normalement le 1er janvier 2015. Pour nous exposer et nous détailler tout cela, Cyril Pernaut, qui est délégué général de la FFM-KR, et surtout le spécialiste de l'accessibilité. C'est lui qui a planché sur le dossier. Et donc, en dehors de toute la partie technique, pratique que vous pourrez voir avec lui sur le stand de la FFM-KR, il y a une présentation qui est ordonnée et qui devrait nous éclairer sur toutes ces nouvelles dispositions à prendre. Et enfin, répondre à la question majeure, est-ce que je ferme ou est-ce que j'ouvre mon cabinet? À vous, Cyril. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, c'est une question cruciale. Le 31 décembre 2014, c'est dans quelques jours maintenant. Et donc au 1er janvier 2015, selon la volonté du législateur, chaque établissement recevant du public, ERP, devra être complètement et totalement accessible. Donc on va essayer de passer en revue pendant une petite heure les normes techniques. Je vais essayer de ne pas être trop compliqué pour vous. Et puis également les solutions que l'on peut vous proposer, ce qu'il existe. Donc la première partie va vous faire très certainement un tout petit peu peur. La deuxième va vous soulager vraisemblablement un peu plus. Voilà un petit peu tout ce que l'on va voir. Donc c'est affiché sur le tableau. L'introduction, donc c'est la déléguée interministérielle de l'accessibilité. C'est un long passage, je ne vais évidemment pas vous le lire. C'était simplement pour vous signaler que cette loi, effectivement, avait une grande et une forte ambition, celle de rendre l'ensemble, j'allais dire, de tous les locaux et de tous les transports publics accessibles aux personnes à mobilité réduite. C'était un bel objectif. Vous verrez que ça reste un bel objectif, sauf qu'en fait, les textes d'application ont été quelque peu... pardonnez-moi le terme, mais j'allais dire saccagé, puisque chacun y a mis sa patte, et ce qui rend au final la lecture, j'allais dire, moins précise et plus inquiétante, en tous les cas pour vous, ma sœur kinésithérapeute ou autre professionnel de santé. Alors, en quelques données, il y a environ 10 millions de personnes en France qui sont des personnes, donc, ce qu'on appelle la mobilité réduite. Et là, on ne parle que des personnes qui ont, j'allais dire, un handicap. Mais dans les personnes à mobilité réduite, il y a également des personnes qui viennent avec des béquilles, des personnes qui éventuellement viennent avec des poussettes, des personnes âgées aussi également. Donc c'est vraiment l'intégralité des personnes à mobilité réduite. Mais par contre, c'est 10 millions de personnes en France qui sont touchées par un handicap. Les handicaps que vous avez effectivement d'afficher sur le tableau. En règle générale, quand on parle d'accessibilité, vous pensez surtout, essentiellement, aux personnes en fauteuil roulant. Malheureusement, il n'y a pas que ce type de handicap en France et il faut prévoir l'accessibilité pour tous les types de handicap dans votre établissement. Alors ça, c'est ce que je vous ai dit en guise de préliminaire. Lorsque les locaux doivent être accessibles, c'est l'intégralité de vos locaux, mais c'est également tout le cheminement pour accéder à votre établissement recevant du public ERP. La grande loi, vous la connaissez toutes, pas forcément au niveau de la date précise, mais au moins l'année. Elle a été donc publiée au journal officiel en 2005. Et vous aviez 10 ans, comme l'ensemble des personnes concernées par ce texte, ainsi que toutes les structures type mairie, conseils généraux, etc., pour respecter un délai de 10 ans pour être complètement aux normes. Nous sommes en 2014, soit 9 ans et 7 mois après la publication et la promulgation de cette loi. Et évidemment, un constat est clair, c'est qu'on ne sera pas prêt. On va voir un petit peu ce que prévoyait la loi dans son texte initial. Alors, la loi et ses décrets d'application qui sont sortis pour la plupart en 2006. Ça, on va le faire très vite, on va le passer très très vite. Tous les locaux qui sont construits depuis 2007 sont totalement aux normes. Ça veut dire qu'il va se poser un problème pour ceux qui ont été construits avant 2007, ou ceux qu'on appelle qui ont changé de destination, qui est un local d'habitation qui s'est transformé en établissement recevant du public. Sur la technique,
Je reviens à ce que je vous disais, vous pensez accessibilité, personne en fauteuil roulant, donc vous pensez largeur de porte. Ok, très bien, c'est vrai. Il faut également penser, et on le verra un petit peu plus tout à l'heure, on ne rentrera pas trop dans le détail, mais tout sera projeté sur l'écran. Il faut penser aussi au sol, le sol doit être non glissant. Il faut aussi penser à l'éclairage, que l'éclairage soit suffisamment puissant en fonction des lieux. Il faut aussi penser à l'affichage. Vous avez des règles d'affichage obligatoires dans vos cabinets, ne serait-ce que sur les tarifs, les actes que vous pratiquez le plus. Tout ceci doit respecter aussi des normes pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Alors là, vous avez quelques petits schémas. Tous les schémas sont issus d'un livret qui s'appelle « Réussir 2015 et l'accessibilité des professionnels libéraux ». Ça a été rédigé par donc, le ministère du Développement durable et le ministère de la Santé en partenariat avec plusieurs syndicats de professionnels de santé, dont la FFM-KR. Donc là, vous avez les petits schémas. Je ne vais pas rentrer dans les limites précises du nombre de centimètres à droite, à gauche, etc., sauf parfois pour vous montrer quelques aberrations. Pourquoi ? C'est juste, pas parce que je ne veux pas, c'est que nous sommes dans l'attente d'un texte au journal officiel, qui sera publié prochainement, qui modifie et qui simplifie ces normes. Donc si aujourd'hui je vous dis ça doit faire 90 cm de large, demain, dans le texte, ce sera peut-être 85. Mais l'ordre de grandeur sera à peu près identique. Donc par exemple, quand quelqu'un vient dans votre cabinet, ça commence tout de suite par la place de parking. Donc soit vous avez une place de parking à vous, soit ça appartient à la voie publique, donc en l'occurrence en général aux mairies. Donc c'est pas forcément non plus à vous de faire les travaux là-dessus, mais c'est juste pour que vous compreniez bien que ça commence dès l'extérieur de votre cabinet. Donc par exemple, sur une place de parking, vous les connaissez toutes, en général elles sont peintes en bleu, il y a un fauteuil roulant dessus, elles sont beaucoup plus larges. Les trottoirs doivent être abaissés pour pouvoir monter dessus facilement, avec des règles très strictes en matière de largeur de trottoir. Ça, c'est essentiellement du rôle de la mairie. Une fois qu'on est sorti de sa voiture, on accède, en règle générale, alors pas dans tous les cas forcément, mais souvent dans des locaux qui se situent dans une copropriété ou dans un cheptel, pardonnez-moi l'expression, mais dans un lot d'immeubles. On parlera aussi éventuellement de maisons particulières ou cabinets indépendants. Donc c'est pareil, tout le déplacement dans cet ensemble de bâtiments doit respecter des normes très précises et très strictes. Quelques petits exemples par exemple. Ceci, ce que vous voyez en bas, vous en avez déjà tous vu, c'est ce qui permet d'évacuer l'eau. Vous allez dire, au demeurant, c'est très simple. Sauf que si les lamelles font plus de 2 cm de large, ça ne répond plus aux conditions d'accessibilité dans les textes de loi. On est sur du décret d'application. Les chemins doivent être le plus plat possible, il y a des pourcentages de pente à respecter, etc. L'eau ne doit pas stagner dessus. Si on pousse le vis, les bordures de chaque allée, il doit y avoir un repère pour aux personnes malvoyantes et non-voyantes de se rendre compte qu'elles vont sortir du chemin. À chaque changement de sens que vous avez ou de direction, il faut en théorie 1,50 m de ce qu'on appelle d'aire de giration pour permettre de changer de côté. Là, on est toujours juste sur l'accessibilité extérieure. Là, je passe aux ascenseurs parce que effectivement, il y a des règles à respecter, ça va moins vous concerner tout de suite parce que les demandes de dérogation sur les ascenseurs sont, j'allais dire, assez faciles à obtenir. Si l'ascenseur n'est pas aux normes, il y a entre les normes d'accessibilité et les normes qui avaient été effectuées sur la sécurité des ascenseurs, en règle générale, tout a été pris en compte, notamment dans les copropriétés, et soit ça a déjà été fait, donc dans ce cas-là c'est aux normes, soit ça n'a pas encore été fait, mais ça a été déjà voté par les assemblées de copropriétaires. Je reviens sur l'extérieur. L'extérieur, c'est assez amusant, façon de parler, parce que les conditions sont très précises. On part de quelque chose de très traditionnel, porte vitrée. Porte vitrée, très bien. Les poignées, vous voyez comment elles sont placées, c'est pas juste par hasard. Il faut que l'appréhension puisse se faire à plusieurs niveaux de hauteur. Donc ça, c'est le système qui coûte le moins cher. Il faut que votre vitre soit matérialisée par des pastilles de couleur, à une hauteur en bas et une hauteur supérieure, pour permettre aussi aux personnes de petite taille de bien identifier la vitre. Le portail électronique, l'interphone, c'est pareil, c'est extrêmement réglementé au niveau des hauteurs de placement. Il faut savoir que les digicodes, si on suit la réglementation en vigueur, sont interdits. Les personnes qui ont des difficultés à se mouvoir, et notamment au niveau des mains, ne peuvent pas taper des codes.
Ensuite, en théorie, si on suit les décrets, le portail électronique doit être équipé d'une caméra, ce qui vous permet éventuellement, vous, de surveiller de votre local si quelqu'un sonne. Évidemment, les emplacements, comme vous le voyez au sol, doivent être particulièrement réglementés. Par exemple, si la porte s'ouvre en la tirant, il faut au moins 2,20 m de recul pour permettre à ouvrir la porte, pour que le fauteuil roulant, dans le cadre de l'exemple qui nous est donné ici, puisse avoir le recul suffisant sans risque de chute. 3 termes qui reviennent assez souvent dans les discussions. Donc vous les avez avec leur définition, le palier de repos, l'espace de manœuvre et l'espace d'usage. Donc le palier de repos, c'est lorsque par exemple vous avez une pente pour accéder au local et que cette pente tourne, pour X ou Y raison, il faut qu'il y ait un palier de repos avant le changement de direction. Donc celui-ci est situé un peu plus haut évidemment que le sol. L'espace de manœuvre ou de giration, c'est pour permettre un changement de direction ou de tourner, notamment par exemple dans les toilettes, d'un diamètre d'1,50 m, nous l'avons vu. Et l'espace d'usage, c'est ce qui permet en fait de permettre le positionnement du fauteuil. Dans le dessin que vous avez vu, c'est le fauteuil qui était donc placé devant l'interphone, qui est ce qu'on appelle donc un espace d'usage, qui respecte effectivement lui aussi des distances précises. Voici donc en dessin ce que ça représente. Donc. Et la petite pente dont je vous parlais, vous voyez, à chaque changement de direction, il faut une aire de repos, de même devant la porte également. Ça y est, on est dans votre local. Alors, toutes et tous, vous n'avez pas forcément une borne d'accueil dans votre salle d'attente. Si vous avez une borne d'accueil, elle doit respecter, elle aussi, certaines normes. Vous avez l'exemple qui est situé sur la droite, qui permettent justement aux personnes en fauteuil roulant ou aux personnes de petite taille de pouvoir signer des documents ou discuter sans problème particulier et vraiment en visuel. Après, des petites choses qui sont, on va dire, assez logiques. Évidemment, on ne place pas des pancartes. Si vous avez des pancartes qui sont suspendues au plafond, on ne les place pas trop bas pour éviter les personnes de se cogner dedans. Bon, ça, en général, c'est le cas, c'est juste de la jugeote. Et également, lorsqu'il y a par exemple l'exemple de la boîte aux lettres, on doit la matérialiser au sol par une protection mécanique qui permet éventuellement à une canne d'aveugle, lorsqu'il la passe, de détecter l'obstacle. Le sol doit être évidemment non glissant. On va revenir tout à l'heure un tout petit peu dessus. La question principale qui revient et qui hante les esprits de tous les professionnels que je croise, et encore tout ce week-end sur Rééduca, les toilettes. Voici à quoi doit ressembler un toilette aux normes. Donc vous avez donc l'exemple, l'aire de giration, l'aire de stationnement, la porte, 90 de large, une porte, il faut en avoir conscience. Les hauteurs, tout est spécifiquement réglementé, vous voyez là les tailles. Et là, vous me dites tout de suite, qu'est-ce qui se passe si mes toilettes ne sont pas aux normes et que je ne peux pas faire les travaux? Je ne vais pas vous répondre tout de suite, je vais vous laisser mariner un tout petit peu, parce qu'il y a évidemment une réponse là-dessus, et il y en aura une autre dans le texte qui va sortir d'ici quelques semaines. Le point important, c'est que déjà, devez-vous avoir des toilettes ou pas, parce que tout est dit dessus. Si je mets une pancarte privée, si je n'ai pas de toilettes, qu'est-ce qui se passe? C'est fixé par le règlement sanitaire départemental, qui est donc élaboré et qui est disponible dans à l'agence régionale de santé. Vous pouvez le consulter, ou également en préfecture du département, qui vous demande et qui vous impose ou non la présence de toilettes dans votre établissement recevant du public. En règle générale, c'est l'article 67 de ce règlement sanitaire. Ça, c'est la base. Et j'allais dire la norme juridique. On verra tout à l'heure un petit peu ce qu'il en est par rapport à ça. Il peut aussi arriver que vous ayez des toilettes dans votre cabinet. C'est également valable pour les escaliers extérieurs. Voici un petit peu comment ça se passe et ce que vous devez respecter sur des escaliers. Les nez de marche doivent être d'un contraste différent de la couleur des marches. C'est les petits traits en rouge que vous voyez sur chaque marche. Si c'est antidérapant, c'est évidemment encore mieux. Chaque première contre-marche et la dernière contre-marche, donc la première contre-marche et la dernière contre-marche, également visuellement matérialisées, donc par une couleur qui tranche. Pour une personne malvoyante ou une personne déficiente visuelle, de bien voir à quel moment commence l'escalier et à quel moment il se termine. Si éventuellement il peut y avoir aussi une bande podotactile en haut et en bas de l'escalier,
pour une personne non-voyante, qu'elle se rende compte qu'il va y avoir un escalier. C'est les choses que vous voyez très traditionnellement maintenant sur les bateaux des trottoirs. Ça permet de bien matérialiser la chose. La rampe également. La rampe doit respecter une certaine hauteur. C'est pas la hauteur, vous voyez, 16 à 17, ça c'est la hauteur des marches. La hauteur doit être située entre 90 et 1,10 m si ma mémoire est bonne. Mais je vous dis, ces normes-là risquent de changer prochainement. 80 et 1 mètre, excusez-moi, pour la hauteur de rampe. Pour permettre à toute personne de pouvoir se saisir aisément de la rampe. L'éclairage, on en a parlé tout à l'heure, des normes également à respecter. Certainement que vous ne saviez pas qu'il y avait des normes d'éclairage à respecter. Elles sont indiquées, évidemment. En règle générale, vous n'allez pas vous amuser à mettre tant de puissance à tel endroit, tant de puissance. Votre cabinet est éclairé de la même manière, en règle générale, un peu partout. Il y a une question qui se pose, évidemment, puisqu'on exprime les puissances lumineuses en luxe. On demande un éclairage assez puissant, de son luxe assez puissant, avec des ampoules qui éclairent de moins en moins dans le commerce. Ça, c'est le problème. Donc, je vous encourage plutôt à aller sur des diodes, si vous devez changer votre éclairage. Ça coûte un peu plus cher à l'achat, ça éclaire très bien, très vite, sans temps de chauffe. J'ai pas du tout d'action dans des boîtes d'ampoules de diode, je vous rassure, mais c'est quelque chose qui est assez pratique. Donc voilà, donc il y a aussi des normes là-dessus à respecter. L'affichage, on en a parlé tout à l'heure en introduction. En fonction de la distance de recul pour lire l'affiche, vous devez respecter une hauteur précise de lettres. Et c'est là qu'on commence à s'amuser. Juste pour rire et vous faire sourire, je tourne mes petits papiers, excusez-moi. Si vous avez 1 mètre de recul, la lettre doit faire 30 mm de haut. Si vous avez 2 mètres de recul, la lettre doit faire 60 mm de haut. Plus vous avez de recul, plus les lettres doivent être hautes. Quand je parle de recul, c'est parce que la personne ne peut pas s'approcher autant, bien entendu. Ça veut dire que s'il y a une borne d'accueil, la personne la lit de derrière la borne d'accueil. Donc vous imaginez tout de suite, s'il y a 3 mètres de hauteur, la taille des lettres, ça va faire. C'est-à-dire que maintenant, vous achetez des 4x3 pour faire votre affiche de tarif obligatoire. Et là, ces normes-là sont fixées par les décrets d'application. C'est pas juste inventé, etc. C'est écrit noir sur blanc, publié au journal officiel, il n'y a pas de souci. Même la forme des lettres a été codifiée dans un décret. S'il n'y a qu'un mot, ce sont des majuscules. S'il y a plusieurs mots, c'est une majuscule et des minuscules. On évite l'italique et on évite les polices de caractères illisibles, évidemment. Je vois certains sourient là-dessus. C'est indiqué dans les textes. Ensuite, nous en sommes à les contrastes. Les contrastes. Ça, vous n'aurez pas de dérogation sur les contrastes, il faut être clair. Exemple, vous ne pouvez pas avoir une porte blanche pour accéder à une salle si les murs sont blancs. Vous ne pourrez pas non plus avoir une porte beige si les murs sont blancs. Il faut une couleur qui tranche avec 2 degrés, enfin oui, on va dire 2 degrés, c'est pas le terme exact de différence. Autant faire simple, si vous avez des murs blancs, faites des portes rouges. Ça coûte moins cher en plus en peinture, parce que ça fait qu'une porte à peindre. Ou au moins les chambranles des portes, pour qu'il y ait réellement un contraste et qu'une personne déficiente visuelle ou une personne malvoyante puisse réellement se dire là, il y a un obstacle, là, il y a une porte. Le législateur a poussé le vice. La poignée de porte doit être différente en couleur de la couleur de la porte. Elle doit également trancher. D'ailleurs, une porte rouge avec des poignées rouges, vous devinerez que c'est quand même assez rare. Les interrupteurs aussi. Les interrupteurs doivent être suffisamment visibles pour qu'une personne puisse les utiliser. Sauf qu'en règle générale, dans votre cabinet, je pense que les patients, ce ne sont pas eux qui allument ou qui éteignent les lumières. Mais ils doivent être détachés du mur par une couleur spécifique. Donc soit vous changez la couleur de vos interrupteurs, soit vous mettez un bandeau de couleur en peinture autour de l'interrupteur. Vous verrez tout à l'heure, si j'oublie, rappelez-le-moi sur les interrupteurs, ce que prévoit le texte de simplification qui va arriver sur les interrupteurs. C'est juste terrible. Et moi, ça m'a assez amusé, parce que je n'ai pas à changer mes interrupteurs chez moi. Vous, ça va moins vous amuser. Une question aussi qui revient souvent, les chiens guides d'aveugles. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous avez l'obligation de laisser rentrer dans votre cabinet un chien guide d'aveugle. Vous n'avez cependant pas l'obligation de le laisser rentrer dans la salle de soins.
pour des règles évidemment d'hygiène. Je vous rassure, un chien guide d'aveugle ne bouge pas lorsqu'il reste dans la salle d'attente. Si vous refusez de faire rentrer le chien guide d'aveugle, c'est une sanction qui s'applique, une amende. Les procédures administratives, la paperasse. Je jette un petit coup d'œil à ma montre, on est dans les délais, tout va bien. L'interlocuteur privilégié est la mairie où se trouve votre établissement, donc votre cabinet. Pas la mairie de votre domicile, j'insiste parce qu'on a eu souvent la question. Le lieu d'implantation, la mairie du lieu d'implantation de votre cabinet. Vous avez effectivement une demande à faire pour effectuer des travaux. Cette demande est différente si vous faites des travaux sur la façade extérieure ou si ce sont des travaux que vous effectuez à l'intérieur. Les documents, c'est affiché, je ne vous les relis pas. Donc ça se retire en mairie ou c'est téléchargeable également sur les sites internet, en règle générale sur le site du CERFA, où vous trouvez à peu près tout. Ouf! Vous pouvez avoir le droit à des dérogations. Évidemment, le législateur a prévu 3 cas qui vous permettent d'obtenir donc une dérogation si vous ne pouvez pas satisfaire les normes d'accessibilité totale et globale de votre cabinet. Les dérogations sont données, donc ce qu'on appelle à terme barbare, la CCDSA, c'est la commission consultative départementale, qui analyse sur dossier l'accessibilité, savoir si vous allez pouvoir bénéficier ou pas d'une dérogation. C'est exclusivement sur dossier. Quand on va parler du dossier de tout à l'heure, soyez très précis dans ce que vous allez indiquer dedans, parce que plus vous serez précis, plus vous joindrez de documents type photo ou plan, plus rapidement la commission qui analysera votre dossier se rendra compte de la difficulté. Donc il ne faut pas mégoter là-dessus, même si ça prend un petit peu de temps. Voici vos 3 motifs de dérogation fixés par la loi de 2005. L'impossibilité technique liée à l'environnement ou à la structure du bâtiment. Votre couloir ne fait pas 1,40 m, mais les 2 murs de chaque côté sont des murs porteurs. Vous n'aurez pas l'obligation de casser les murs porteurs pour faire un couloir d'1,40 m. La préservation du patrimoine architectural. En général, tout le monde critique quand on a une église ou un bâtiment classe à côté de chez soi parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Là, ça vous aide s'il y a besoin de faire des travaux extérieurs. Ça veut dire que si l'architecte des bâtiments de France qui analyse le dossier estime que vous ne pouvez pas élargir une porte d'entrée pour préservation du patrimoine architectural, vous n'aurez pas à le faire. Ce sera donc une dérogation qui vous sera accordée sur ce point précis, bien entendu. Et la 3e dérogation, la disproportion manifeste entre la mise en accessibilité et ses conséquences. En langage plus clair, ça veut dire que si le coût des travaux est beaucoup trop important par rapport à votre chiffre d'affaires, ce sera susceptible de dérogation. Donc ça, c'est un point important à garder à l'esprit, puisque c'est l'une des dérogations qui est le plus souvent, j'allais dire, utilisée. En plus de la technique, évidemment, mais ce côté coût est vraiment à garder à l'esprit. Si par exemple vous devez agrandir certaines pièces pour permettre le passage, mais que ça va réduire d'autant votre chiffre d'affaires parce que ça va vous supprimer une salle de soins, c'est aussi à prendre en compte. Également aussi à prendre en compte, si vous souhaitez faire les travaux par exemple et que vous êtes obligé de fermer le cabinet pendant X temps, par exemple, il y a une perte de revenus, une perte de ressources, ça peut aussi être invoqué dans ce cas-là. Soyez donc précis si vous invoquez la disproportion manifeste. Si vous avez une association de gestion agréée ou un expert comptable, vous lui demandez effectivement qu'il vous fasse un document avec, par exemple, votre chiffre d'affaires, vos revenus, et également, en parallèle, le coût des travaux qui est prévu. Quand vous obtenez une dérogation, la dérogation, elle est pérenne. Elle n'est pas sur votre nom, elle est sur le cabinet. Ça veut dire que votre cabinet, si vous avez obtenu une dérogation, pour X ou Y raison, cette dérogation se poursuivra dans le temps, pour vous, pour quelqu'un d'autre derrière. Le CERFA, pour obtenir une dérogation, c'est le CERFA numéro 13824, qui est téléchargeable également sur le site CERFA, donc sur cerfa.gouv.fr de tête, mais sinon vous le tapez sur un moteur de recherche, l'occurrence la première c'est celui-ci. C'est ce document à remplir, il fait 5 pages.
Et c'est là où il faut vraiment être le plus précis possible quand vous le remplissez et surtout fournir le maximum d'éléments, type plan ou photo, venant en appui de vos demandes de dérogation. Vous voyez le pourcentage de dérogation accordé. Donc certes, il y a une inquiétude, mais certes, les commissions qui analysent, j'allais dire, ont aussi conscience du phénomène puisque le taux d'acceptation de dérogation est de quasiment 80%. Sont affichés au tableau, on ne va pas les passer en revue, mais ça vous concerne évidemment toutes et tous. On peut en discuter après derrière si vous le souhaitez. Sur les règles d'accessibilité et qui paye les travaux dans le cas d'une copropriété. Parce que évidemment, même si votre local est accessible complètement à l'intérieur, si vous êtes dans une copropriété, ça ne veut pas dire que par exemple le hall d'accueil de votre copropriété soit accessible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de marche à l'entrée de votre copropriété. Ça ne veut pas dire qu'il y ait éventuellement un pont incliné, mais qui ne respecte pas les normes. Qu'est-ce qui se passe si ça n'est pas aux normes? Donc la copropriété doit se prononcer sur des travaux. Donc ça se vote en assemblée générale. Vous savez toutes et tous comment ça se passe. Et donc l'assemblée générale valide les travaux ou ne les valide pas. Si on pousse le vice, normalement, le syndic doit dire que les travaux sont à la charge de l'ERP. Donc il faut aussi être assez vigilant. Comme vous le voyez, sur certains votes, il faut que ce soit l'intégralité des copropriétaires qui adoptent ou refusent ou se prononcent. Donc parfois, il suffit aussi de trouver quelques copropriétaires qui éventuellement ne valideraient pas cela. Alors, je ne vous incite pas non plus à le faire, évidemment, mais il faut savoir que ça existe aussi en fonction des travaux à effectuer. Beaucoup de cabinets de kiné, en règle générale, sont en rez-de-chaussée. Pas tous, mais même certains qui sont en rez-de-chaussée, il y a quand même 3 ou 4 marches pour y accéder. Et là, tout de suite, c'est l'enfer. Parce que pour faire une pente qui couvre 3 ou 4 marches, c'est très compliqué parce qu'il y a un pourcentage de pente à respecter et en fonction du pourcentage, une longueur de pente à respecter. Et tout de suite, la longueur, elle peut être très très longue. Si vous êtes locataire, la loi ne précise pas qui fait les travaux si on est sur, j'allais dire, une loi un petit peu traditionnelle. En fonction du bail que vous avez, lisez bien votre bail. Vous savez qu'en règle générale, vous aviez un bail professionnel, mais depuis 2008, vous pouvez aussi avoir un bail commercial. Donc bien déjà relire son bail afin de savoir s'il est prévu, en cas de travaux, qui paye. Si rien n'est prévu, on peut partir du principe que les gros travaux sont effectués par le propriétaire et les petits travaux dits d'aménagement ou de décoration, type la peinture sur les portes, c'est au locataire. Donc ça, il faut s'assurer de qui paye si c'est indiqué dans le bail. Et si ça ne l'est pas, on part du principe, comme la loi ne répond pas à cette question, la loi de 2005, que c'est le propriétaire qui effectue les gros travaux. Concrètement, comment ça se passe? Vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas, vous souhaitez demander une dérogation, mais vous êtes locataire. Vous envoyez un courrier à votre propriétaire, en recommandé avec accusé réception, en lui indiquant que votre établissement n'est pas aux normes d'accessibilité. Qu'est-ce qu'il compte faire pour y répondre sur les points suivants, largeur de couloir, largeur de porte, etc. Vous attendez son retour. S'il vous dit « je fais les travaux », très bien. S'il vous dit « je ne fais pas les travaux », son courrier de retour vous devra être glissé dans la demande de dérogation. Parce qu'on ne pourra pas vous imposer, si le contrat ne dit rien, on ne pourra pas vous imposer à faire ces travaux. Par contre, oui, c'est indiqué en bas en tout petit. Si vous êtes super sympa, que vous avez plein d'argent et que vous ne savez pas quoi en faire, si le propriétaire refuse de faire les travaux, vous pouvez les prendre en intégralité à votre charge. Ça, c'est si vous le souhaitez, évidemment. Voici les sanctions que vous encourez si vous ne respectez pas les normes d'accessibilité. On ne va pas toutes les passer en revue. Elles sont affichées, elles sont suffisamment dissuasives pour essayer de respecter au mieux ces normes. Donc ça, ces sanctions, je veux dire. C'est le code pénal qui les fixe. Attention aussi à quelque chose de particulier, puisque j'ai eu l'exemple ce matin. La personne ne peut pas rentrer par l'entrée principale, il y aurait la possibilité de la faire rentrer par une entrée secondaire. Attention, si l'entrée secondaire est réservée exclusivement aux personnes à mobilité réduite, c'est considéré comme une discrimination. Si tout le monde rentre par la même entrée, ça veut dire que même si l'entrée secondaire peut être utilisée par des personnes à mobilité réduite, il faut que n'importe quel patient puisse l'utiliser. Sinon, ça peut être considéré comme de la discrimination.
Le législateur va adoucir ça dans les textes qui vont sortir prochainement. Évidemment, si vous refusez de dispenser des soins du fait du handicap, là c'est une sanction pénale. On n'est pas sur une simple amende, on est vraiment sur une sanction pénale. Donc certes amende, mais vraiment inscrite. Donc il faut être vigilant aussi. Vous ne pouvez pas dire à une personne, vous êtes en fauteuil roulant, je ne peux pas vous accepter, vous ne venez pas chez moi. Vous n'avez pas le droit. Par contre, vous pouvez proposer comme solution un autre confrère ou une autre consoeur dont son cabinet est accessible. Vous pouvez aussi proposer d'aller faire des soins à domicile, ce qui est en règle générale déjà le cas pour vous, puisque c'est ce que vous faites concrètement au jour le jour. On va aller un tout petit peu plus loin maintenant, une demi-heure pour vous présenter ce qu'a dit le texte. Certains ont dû avoir des suées, certains se disent comment je vais faire, certains disent il va falloir que je passe un emprunt sur 40 ans pour payer les travaux de mise en accessibilité. Pour vous donner un ordre d'idée, une pente d'accès sur le petit schéma que vous avez vu tout à l'heure, l'ordre d'idée c'est 25 000 euros. 25 000 euros pour monter grosso modo une trentaine de centimètres. Madame Campion, sénatrice de l'Essonne, a rendu en mars 2013 un rapport assez alarmant qui indique ce que déjà vous voyez effectivement, que les dérogations sont globalement et majoritairement acceptées lorsqu'elles sont déposées, mais aussi elle a précisé dans son rapport, et c'est ça qui est alarmant, que les professions libérales, toutes les professions libérales, sont celles qui sont le moins bien préparées, et parmi ces professions libérales, ce sont les professionnels de santé qui sont le moins bien préparés aux normes d'accessibilité, alors que c'est une majorité des patients qui viennent sont en règle générale ce qu'on appelle la mobilité réduite, parce que s'ils viennent vous voir, c'est rarement par pur plaisir, sauf si vous faites effectivement beaucoup de bien-être ou ce genre de choses. Et donc effectivement c'est très alarmant. Donc effectivement le gouvernement a bien pris conscience qu'il y avait un souci, mais il était confronté à deux choses. Le gouvernement, c'est il y a un souci, il faut qu'on réponde, c'est compliqué, personne n'est aux normes, on ne sera pas prêt. Mais non plus ne pas désavouer, même si ce n'est pas le même gouvernement, ne pas dire on va reporter la date à dans 10 ans, parce qu'il se serait désavoué, même si ce n'est pas lui qui a fait adopter le texte à l'époque. Donc le principe a été de maintenir le 31 décembre 2014 pour déposer les documents. Donc ce rapport a été remis donc, le 1er mars 2013, et dans ce rapport, il y avait deux mesures qui se distinguaient. Donc c'est l'ADAP, l'agenda d'accessibilité programmée. Et la deuxième mesure, c'était l'ajustement des règles. Les règles, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est au jour d'aujourd'hui, on vous dit la porte doit faire 90. Demain, on vous dira il faut qu'elle fasse 80, 75, 60, 50, 80. Voilà. Ça, ce sont des normes. En France, on adore les normes. Il y a des normes sur tout. Le gouvernement a donc préparé un texte, sauf qu'il fallait aller vite. Et la seule procédure pour aller vite, c'est ce qu'on appelle la procédure des ordonnances. Ça veut dire le texte dépose un projet de loi au Parlement. Ce projet de loi est très simple, très peu d'articles. Et il dit, voilà, le Parlement autorise le gouvernement à prendre des mesures en matière d'agenda d'accessibilité programmée. Il définit ce que c'est en 2 mots. Pareil pour la méthodologie des normes. Ça va très vite, ça passe au Parlement en moins d'1 mois, dans les 2 chambres. Et ensuite, évidemment, ça doit être publié au journal officiel. Le Parlement a donc autorisé le gouvernement à légiférer par ordonnance. Ça, c'était au mois de juillet 2014. Les textes précisent que les 2 ordonnances, il y en a 10 au total, 2 seulement qui vous concernent, que les 2 ordonnances devront être publiées au journal officiel dans les 6 mois, ce qui porte la date de promulgation au 11 décembre 2014. On reviendra sur le délai après, parce que là, j'en vois qui me regardent bizarrement. 11 décembre, il faut qu'on dépose avant le 31 décembre. Comment on fait? Oui, vous avez raison, comment on fait? Je vous apporterai la solution, évidemment. Tout ce qu'on va voir maintenant, vous verrez, c'est en rouge, un peu peut-être en orangé chez vous. Donc toutes les diapos où le titre est en rouge ou un peu orangé, selon ce que vous voyez, ce n'est pas définitif, parce que le texte n'est pas promulgué au journal officiel au moment où je vous parle, sauf, pardon, s'il l'a été ce matin, je n'ai pas regardé le JO ce matin. L'ADAP, c'est donc l'agenda d'accessibilité programmée, c'est une sorte de contrat par lequel vous vous engagez à effectuer des travaux dans un délai supplémentaire. À telle date, j'aurai rendu accessible l'extérieur de mon cabinet.
à telle date, j'aurai rendu accessible au moins une salle de mon cabinet, puisque dorénavant, au conditionnel, on attend les textes, une seule pièce de votre cabinet pourra être accessible pour que ça suffise pour répondre aux conditions. Alors quand on met que c'est pas obligatoire parce que si vous respectez déjà les normes, évidemment, vous ne le faites pas. Si vous ne respectez pas les normes, que vous ne le faites pas, vous encourez des sanctions. Évidemment, le but du jeu, c'est quand même de le faire. Et l'agenda d'accessibilité programmée suspend les sanctions qui sont au-dessus de votre tête si vous n'avez pas effectué les travaux du moment que vous vous êtes engagé à le faire. Donc c'est signé, c'est une sorte de contrat. Donc n'hésitez pas à aller, je ne vais pas vous dire télécharger le document, on ne le connaît pas, on ne l'a pas vu, les textes n'ont pas été publiés. Et il y a encore 8 jours, le CERFA était même pas prêt. Ça veut dire même pas penser à ce qu'on allait mettre dedans. Hop, on va passer directement aux ERP de 5e catégorie. Vous n'êtes personne installé dans un centre commercial? Ok, donc vous êtes effectivement en ERP 5. La norme, en fait, le 1, 2, 3, 4, 5, c'est fonction du nombre de personnes que vous pouvez accueillir en même temps dans votre établissement. Le RP5, ce sont en général les professionnels de santé, entre autres, mais pas que. Et ce sont les normes les moins draconiennes. Donc imaginez pour les autres. Vous allez me dire, ils n'ont pas les mêmes revenus pour pouvoir faire des travaux. Un centre commercial, évidemment, a beaucoup plus de revenus que vous, mais ses conditions de travaux sont autrement plus difficiles. Donc voilà. Donc ce CERFA, ce sera indiqué que c'est un engagement de rendre le service de l'ERP accessible pour tous, tout handicap. Mais maintenant, ce ne sera donc plus tout le local, comme je vous l'ai dit, mais une seule salle. Le chiffrage, le planning de réalisation et des engagements. Ça veut dire que vous devrez fournir le coût des travaux que vous allez devoir faire à telle échéance. Au mois de décembre 2015, je m'engage à avoir élargi mon couloir et à avoir mis le contraste nécessaire entre les portes et les murs. Ça va me coûter tant. Il faudra que ce soit indiqué sur le document. Je parle toujours au conditionnel, je n'ai pas vu le texte final. Les financeurs devront s'engager. Et là, hop, on est dans la simplification. Avant, votre interlocuteur, c'était la mairie. Maintenant, l'interlocuteur, c'est la mairie et le préfet. Donc ça fait qu'il faudra faire le dossier en 2 exemplaires. Prenez pas en photo. Il n'est pas juste. Il ne l'est pas parce qu'en fait, il y a déjà du décalage, mais c'est pour vous donner à peu près un ordre d'idée, un ordre de grandeur. Il y a un souci, en fait, quand on compte les délais, il y a un souci dans les mois. C'est juste pour vous donner une idée. L'agenda d'accessibilité programmée, le principe est que si vous vous engagez dans la voie de l'agenda d'accessibilité programmée, vous aurez, toujours au conditionnel, 3 ans supplémentaires pour effectuer les travaux. 3 ans supplémentaires, c'est à prendre. Évidemment, il ne faut pas attendre la fin du délai de 3 ans. D'ailleurs, vous ne pourrez pas, puisque vous vous serez engagé par contrat à respecter des dates d'échéance. Il semble, je n'ai pas vu le texte, je sais à peu près ce qu'il y a dedans. Tant qu'il n'est pas officiel, il n'est pas officiel. Je le redis, je le redirai certainement encore, que sur ces délais de 3 ans supplémentaires que vous ayez, et là c'est pour rassurer un petit peu tous les gens en disant le gouvernement publie ses textes le 11 décembre, j'ai jusqu'au 31 décembre, comment je fais pour déposer dans les délais avec tout ce que je dois faire? Le texte devrait préciser que vous aurez 6 mois supplémentaires pour déposer votre agenda d'accessibilité programmé. Certaines personnes, vous l'avez peut-être déjà entendu, vous parlent d'1 an. Alors peut-être que ces personnes ont vu la toute dernière mouture du texte. Moi, je ne l'ai pas vu. Donc moi, je suis arrêté à la version de travail sur laquelle j'ai travaillé et c'est 6 mois. Peut-être que ce sera 1 an. Donc vous surveillez bien la presse professionnelle ou les flash infos des différents syndicats qui vous indiqueront effectivement là-dessus sur la promulgation des textes, évidemment. Quoi qu'il arrive, si ça ne change pas et si on reste toujours dans le domaine que je vous ai indiqué et que le texte est bien celui-ci qui soit publié, vous aurez donc 3 ans pour effectuer les travaux. Ce qui veut dire qu'en 2018, au 31 décembre, votre établissement devra être aux normes. Évidemment, vous encourez des sanctions si vous vous engagez dans un ADAP et que vous ne le suivez pas. Les sanctions sont affichées. Voilà, donc là, c'est un pourcentage de travaux. Il y a un plafond. Donc c'est pour ça qu'on vous demande dans l'ADAP, vous allez devoir chiffrer les travaux que vous allez faire en fonction des dates. Parce que si vous n'avez pas respecté l'échéance, c'est un pourcentage qui sera, j'allais dire, votre peine. Si par contre,
Je vous ai dit tout à l'heure que d'après le texte, vous pourrez déposer votre agenda d'accessibilité programmé jusqu'au fin juin, si on est bien dans la fin du délai des 6 mois. Vous n'aurez pas 3 ans à la date du mois de juin pour effectuer les travaux, mais vous n'aurez plus que 2 ans et demi. Puisque le fameux délai de 3 ans s'applique au 31 décembre 2014. Ça veut dire plus vite vous déposerez votre ADAP, dès que les textes seront publiés, plus vous aurez, j'allais dire, un calendrier long pour effectuer les travaux et vous vous engagez. Donc soyez vigilants également à ça. L'ajustement des règles, vous vous souvenez, c'est le deuxième point. Il y avait l'ADAP et l'ajustement des règles. On va évidemment pas les passer en revue parce que je ne les connais évidemment pas toutes, mais voilà un petit peu ce qui peut être. C'est donc assouplir la réglementation sans donc la rendre stigmatisante pour les personnes à mobilité réduite. Ça veut dire qu'on va essayer de rendre la chose plus simple. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un couloir d'1,40 m, on va peut-être vous dire qu'1,20 m suffira, peut-être 1,30 m. D'ailleurs, pourquoi 1,40 m? Vous allez me dire, pourquoi dans un cabinet de kiné, si on a un couloir, il doit faire 1,40 m? Pour permettre à 2 fauteuils roulants de se croiser. C'est arrivé à combien d'entre vous au cours de leur exercice? Voilà. La problématique est la même pour les trottoirs d'une commune, hein. Donc cette réglementation doit être allégée. Et tout à l'heure, je vous ai dit, souvenez-vous, l'interrupteur. Exemple de norme allégée en France. L'interrupteur devait se détacher du mur par sa couleur. Je vous rassure, il devra toujours se détacher du mur par sa couleur, mais il devra en plus comprendre un renvoi d'appel. Expliquez-moi ce qu'est un renvoi d'appel. On connaît tous le petit interrupteur avec le petit voyant quand on a une lumière extérieure ou une lumière de cave, sauf qu'une personne non-voyante, la petite lumière, s'en fiche. Donc est-ce à dire que ces interrupteurs devraient être équipés d'un système vibratoire à l'intérieur? J'ai jamais vu ça dans le commerce. Là, on est dans de la simplification, hein. Les toilettes. Les toilettes, les toilettes, les toilettes. Gros problème, toujours, on l'a vu tout à l'heure. Le législateur a réfléchi. Et le législateur s'est dit, si les toilettes ne sont pas aux normes, les professionnels vont s'inquiéter et ils encourent une sanction. S'ils ont cette sanction, ils préféreront peut-être fermer leur cabinet juste à cause de toilettes qui ne respectent pas les normes. Le législateur a décidé, toujours au conditionnel, vous voyez, c'est toujours en rouge en haut, que si des toilettes ne respectent pas les normes d'accessibilité, ça ne sera plus, j'allais dire, problématique. S'il est possible de faire les travaux, il faut les faire. S'il n'est pas possible de les faire, vous ne les faites pas. Le but du jeu, c'est de ne pas fermer des ERP parce que les toilettes ne sont pas aux normes d'accessibilité. Comme on simplifie et qu'on est en France, il faudra un registre d'accessibilité dans votre cabinet, ce qui n'était pas prévu par la version initiale du texte, ni par les premiers décrets d'application, mais par les textes qui vont sortir. Ça veut dire que dans ce petit document, il faudra noter, comme vous devez tous déjà l'avoir, normalement, un registre de sécurité. Il en faudra un sur l'accessibilité pour noter éventuellement les points ou les difficultés qu'ont eu des personnes à mobilité réduite pour venir dans vos locaux. Également, si vous avez des salariés, les formations que les salariés ont suivies pour pouvoir venir en aide aux personnes à mobilité réduite. Ça devra être consigné dans ce document. Synthèse, l'ADAP, c'est donc un CERFA, un calendrier, 3 ans maximum. Le dépôt doit être déposé au 31 décembre 2014, sauf si délai supplémentaire, et c'est a priori inscrit dans le texte de 6 mois pour le déposer. Donc c'est-à-dire qu'au plus tard, à l'été 2015, vous aurez toutes et tous dû déposer votre projet d'ADAP complet en mairie et en préfecture. Je vais juste vous proposer aussi quelque chose parce qu'a priori, on n'est pas beaucoup à le faire dans la sphère de la massokinésithérapie, parce que vous êtes kiné, vous n'êtes pas architecte, vous n'êtes pas entrepreneur, vous ne construisez pas des maisons tous les jours, vous ne vous baladez pas avec votre mètre, votre crayon, votre papier pour mesurer la largeur de votre couloir, savoir si la puissance lumineuse de l'ampoule de l'entrée est tout à fait aux normes que nous fixent les décrets d'application extrêmement précis. Et donc il y a des entreprises qui font ça en France et dans le monde. Alors on en connaît toutes et tous. Ça va être Veritas par exemple, ça va être Decra, ce genre de choses qui font des normes. Alors
DECRA le font, ils ne sont pas très connus pour ça, mais Veritas en l'occurrence. Il existe aussi APAV. APAV, c'est 200 000 clients à travers le monde. Ils sont surtout présents sur l'ensemble du territoire. C'est ce qui nous a poussé aussi à contractualiser avec cette structure. Cette structure va vous accompagner, on va le passer. Et donc la FFM-KR a signé un contrat cadre avec cette structure qui permet aux masseurs-kinésithérapeutes adhérents à la Fédé de bénéficier d'un tarif privilégié pour que cette structure fasse un diagnostic dans votre cabinet. Un diagnostic, ce n'est pas un simple papier. Ceux qui veulent en voir, ils peuvent venir sur le stand, je leur montrerai à quoi ça ressemble. C'est un cahier assez complet qui passe en revue tout ce qui doit être aux normes dans votre cabinet, du cheminement extérieur jusqu'à la porte de votre cabinet et sur tout l'intérieur de votre cabinet. Vous dira tout ce qu'il faut faire pour répondre aux normes et vous chiffrera le coût de mise aux normes. Cet outil est assez précieux quand vous voulez demander une dérogation, ne serait-ce que pour le coût des travaux. Si sur le document qui vous est remis vous indique la rampe, tout à l'heure je vous parle de 25 000 euros et que votre chiffre d'affaires, parce que vous êtes à mi-temps, admettons, c'est 40 000 euros, évidemment, il faut pouvoir justifier que vous ne pouvez pas payer ces 25 000 euros. Donc c'est assez précieux de savoir le coût de telle ou telle intervention. Si c'est changer une ampoule, évidemment, ça ne coûte pas grand-chose. Même si vous prenez le dernier cri des diodes dont je vous parlais tout à l'heure, ça va être 25-30 euros l'ampoule. Oui, elles sont chères. Elles éclairent bien puissamment. J'ai toujours pas d'action dedans, mais ça m'amuse assez ce petit exemple. Donc concrètement, comment ça se passe? On a validé un contrat cadre. Chaque kiné signera ce qu'on appelle un bon de commande. Et ce bon de commande, en fait, transitera par notre syndicat départemental. Bon, bref, ça, on ne va pas rentrer dans ce détail très précis pour vous. On peut en parler tout de suite après. Mais voilà, en fait, ce que comportera le rapport, ce qu'on vous donnera. Et en fait, donc, ce sera déposé à notre syndicat qui, lui, contactera l'APAV locale. Et c'est l'APAV locale qui dépêchera l'agence APAV, l'APAV nationale. Et c'est l'APAV nationale qui dépêchera l'APAV locale qui viendra dans votre cabinet effectuer ce diagnostic. Bon, ça, c'est le schéma, on s'en fiche un petit peu. Je vous donne juste le tarif. Alors, certains ont déjà fait des diagnostics, j'en parlais encore ce matin. Donc, certains ont fait des diagnostics aux alentours de 500 euros. C'est à peu près réellement le coût d'un diagnostic. Le coût des diagnostics, c'est 400 à 600 euros. Si on vous propose un diagnostic à 3, 4, 5 000 euros, vous abandonnez tout de suite l'idée. Donc, l'APAV, le tarif habituel sur un diagnostic accessibilité, c'est 480 euros. Ce sont des frais professionnels, hein, évidemment. Et donc, nous, en fait, on l'a négocié à 318 euros si vous êtes adhérent à la Fédé. Donc, c'est toujours ça de prix. Ce n'est pas une obligation, il n'y a aucun texte qui vous l'impose. J'insiste là-dessus. C'est simplement un outil complémentaire pour vous, pour justifier vos dérogations en matière de coûts et aussi pour savoir ce qui va ou ce qui ne va pas. Parce qu'il y a des choses, vous ne le savez pas. Hop. Je vais conclure en vous indiquant donc ce petit ouvrage qui s'appelle « Les locaux des professionnels de santé, réussir l'accessibilité », donc édité par les deux ministères que je vous citais en introduction, ministère de la Santé et ministère du Développement durable, sur lesquels les professionnels de santé ont travaillé. Tous les petits schémas que vous trouvez sur cette présentation sont issus de ce rapport. Il est téléchargeable un petit peu partout. Pour ceux qui ne l'ont pas, n'hésitez pas à aller le chercher. Ça vous donne tous les détails des normes. Certes, les normes vont changer, mais ça vous donne quand même une idée. Si aujourd'hui on vous impose une porte de 90, demain on ne vous dira pas il faut une porte de 120. Donc ça vous donne quand même un ordre d'idée de la chose. C'est toujours bien aussi à savoir. Les revues professionnelles aussi, alors certains n'y pensent pas, mais ça vous donne quand même une foule d'informations assez intéressantes sur ce dossier. Parce qu'évidemment, les professionnels de santé se battent pour défendre les professionnels de santé, mais les associations de personnes handicapées se battent pour défendre les personnes à mobilité réduite ou les personnes handicapées. Vous pouvez également en savoir plus auprès donc, de la mairie d'implantation de RP. En règle générale, ils ne sont pas très très forts pour bien vous répondre. Peut-être que Philippe nous en donnera un petit exemple tout à l'heure. Mais ici également au niveau des préfectures et des directions départementales des territoires, où là, en théorie, ainsi que les agences régionales de santé, sont censées pouvoir vous aider sur vos questions. Sinon, vous pouvez effectivement venir nous rencontrer. J'en conclurai sur ces petits mots. Donc la loi de 2005 avait effectivement un bon fond, puisque c'était la première grande loi depuis la loi de 70 sur l'accessibilité. La loi
pour avoir travaillé au Parlement au moment de son écriture, partait réellement d'un bon principe. Par contre, les décrets d'application qui sont arrivés derrière, chacun y a mis sa petite goutte, sa petite patte, parce qu'il faut absolument qu'on ait mis son nom dedans, en disant moi je veux 85, moi je veux 90, moi je veux 92. Et donc on est sorti sur des textes d'application qui sont complètement hallucinants à la lecture, et donc ce qui ont engendré cette inquiétude chez les professionnels de santé d'une part, mais aussi l'impossibilité matérielle et technique de respecter, j'allais dire au centimètre près, les normes qui vous sont imposées par les textes en vigueur. Je vous remercie. Merci Cyril Pernaut pour cette brillante présentation. Alors on a vu qu'il y avait énormément de détails, qu'il y avait beaucoup de conditionnels. Parmi les questions générales, les questions d'ordre privé, je vous invite à retrouver Cyril sur le stand de la FFMKR, de le suivre et d'aller discuter en direct avec lui. Prenons les questions, une ou deux questions d'ordre hyper général. Et par exemple, est-ce que je peux revendre mon cabinet et ma patientèle si je ne suis pas aux normes? Est-ce que ça, c'est une des possibilités? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, si vous avez obtenu une dérogation pour votre cabinet, la dérogation, elle est pérenne. Donc une fois que vous avez obtenu la dérogation, elle sera valable dans le temps. Alors je ne suis pas devin. Peut-être qu'un jour, le législateur dira finalement, la dérogation que vous avez obtenue il y a 15 ans, pour moi, elle n'est plus pérenne. Donc ça tombe et donc il faudra réellement vous mettre aux normes. Par contre, si vous êtes dans un local depuis 2007, là, il n'y a pas de souci, c'est déjà aux normes. Donc oui, effectivement, il y aura cette possibilité-là. Donc n'ayez pas la crainte de vous dire est-ce que je pourrais revendre ou pas revendre si je ne fais pas les travaux. Si vous avez la dérogation, elle est pérenne. Alors une question d'ordre général, je vais le plus près possible. Oui, je voulais savoir. On m'entend ? Ouais. Je voulais savoir, quand on s'engage sur un ADAP, est-ce qu'il y a un suivi qui est réalisé par l'administration pour voir où on en est des travaux ? Oui, absolument. Alors, on ne sait pas qui fera le suivi, puisqu'on n'a pas le texte officiel, mais c'est un engagement. Si vous vous engagez sur des dates, vous devez justifier aux dates auxquelles vous êtes engagé que vous avez respecté votre engagement. Donc, on ne sait pas encore comment ça va se passer réellement sur le terrain, et de toutes les façons, il y a des sanctions financières si vous n'avez pas respecté les dates d'échéance. Alors, si c'est 1 ou 2 jours, ça ne pose pas de problème. Si ça commence à être 6-8 mois, là, ça va poser un problème. Donc oui, effectivement, il y aura un suivi, mais on ne sait pas de quelle manière encore il sera mis en place. Pour les kinés locataires, c'est le propriétaire qui fait la demande de dérogation ou c'est le kiné locataire? C'est le locataire. Le locataire c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, doit adresser un courrier en recommandé avec accusé de réception à son propriétaire. Et si le propriétaire refuse d'effectuer les travaux, on parle toujours de gros travaux, sauf si le bail l'indique autrement, donc vérifiez déjà bien votre bail avant. Le propriétaire va vous répondre et s'il refuse d'effectuer les travaux, c'est le courrier du propriétaire de refus que vous joignez à votre dérogation. J'attire juste aussi votre attention, je l'ai dit tout à l'heure, je le rappelle, une dérogation ne sera jamais totale et entière sur tout le cabinet. Ça veut dire que vous aurez peut-être sur les portes ou sur les marches de l'entrée, mais jamais sur les contrastes de couleurs, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, entre les murs et les portes. Oui, la question aussi que je voudrais te poser, Cyril, c'est que dans le sujet, il y a norme d'accessibilité. Dois-je fermer mon cabinet? Mais pourra-t-on encore s'installer après le 1er juillet 2015? Absolument. C'est-à-dire qu'effectivement, on t'a posé la question, est-ce que je peux revendre ma patientèle? Je ne suis pas aux normes, donc ça veut dire que le kinésithérapeute qui va racheter la patientèle, il va falloir qu'il se mette aux normes. Donc quelque part, il y a un coût, tout ça, ça va se négocier. Le bail qui a été fait, est-ce qu'il y a de nouveau un bail entre le propriétaire et le locataire? Est-ce que la loi a changé? Parce qu'entre-temps, moi ce que j'ai vu, parce que j'ai vécu l'ouverture d'une création de cabinet à Paris, et par une faute du notaire, il y a ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme, grâce au Grenelle de l'environnement. C'est-à-dire que sur une rue, vous pouvez décider qu'on ne mette que des boulangers, ou bien qu'on renforce le commerce de proximité, entre autres pour la monoactivité à Paris, tout ce que vous voyez comme chinois par exemple, voilà, à Paris ou dans d'autres villes. Et on se dit que tous ceux qui vont venir après, ils ne peuvent plus faire de commerce de gros. Et surtout, pas de profession libérale. Parce que ce n'est pas un commerce, une activité où des gens rentrent et sortent. Profession libérale. Donc, professionnels de santé, nous sommes considérés comme des architectes, comme des comptables, des experts comptables. Et on ne rentre pas dans, justement, ces dérogations. Parce qu'il existe des dérogations. Ce sont les hôpitaux, les cliniques privées, les surfaces d'exposition, les hôtels,
Donc là, il n'y a pas de problème. S'il y a un PLU renforcé commerce et artisanat, on peut tout construire si on rentre dans ce cadre. Mais si vous êtes un professionnel de santé, vous n'êtes pas une esthéticienne, parce que vous n'êtes pas le même ministère. Vous n'êtes pas non plus un coiffeur, alors que vous avez une salle d'attente et vous avez une clientèle, patientèle qui rentre et qui sort. Et moi, je me suis vu interdire carrément l'ouverture du cabinet. Alors évidemment, c'est l'architecte voyer, ce qu'on appelle, en fonction de l'arrondissement. Vous allez plaider votre dossier. Et j'ai eu la chance de pouvoir dire qu'effectivement, on soignait des gens, que je ne comprenais pas pourquoi il y avait marqué clinique privée, professionnel de santé, etc. Mais c'était dans un domaine public de salariés et pas de profession libérale. Et ça, c'est valable pour les podologues, c'est valable pour les kinés, c'est valable pour les médecins. Donc là, je pose la question, je pense que les organismes professionnels, ou même les ordres en général, devraient faire quelque chose au niveau de la loi. Parce que de plus en plus, dans chaque municipalité, il y a ce qu'on appelle le renforcement du PLU. J'ai vu dans les jurisprudences, parce qu'effectivement, vous pouvez attaquer au tribunal administratif et vous gagnez. Mais simplement, c'est 5, 6, 7, 8 ans. Et j'ai vu des kinésithérapeutes dans des villes moyennes qui voulaient agrandir leur cabinet. Mais manque de peau, il y avait le plan local d'urbanisme qui disait renforcement commerce. Et vous n'êtes pas dedans. Donc ils ont été obligés d'aller au tribunal administratif et attendre 5 ans pour pouvoir prendre la boutique d'à côté. Parce qu'effectivement, vous avez un bail commercial, donc vous avez le droit, vous avez la copropriété qui autorise, mais c'est l'affectation qui est le plus important et qui est juridiquement valable. Conclusion, c'est la mairie qui se base là-dessus. Et quand vous êtes professionnel, profession libérale, vous êtes coincé. Donc est-ce que demain, les organismes professionnels vont quand même se pencher sur la question et dire que les kinésithérapeutes, les professionnels de santé en général, sauvent des vies? Alors effectivement, c'est une des grosses difficultés. On en a longuement parlé ensemble quand tu as monté créé ce cabinet. Le législateur, lorsqu'il a fait effectivement ce Grenelle de l'environnement, lorsqu'il l'a adopté, lorsqu'il a effectivement créé, mis en loi un PLU renforcé commerce, par exemple, il n'a absolument pas pensé, et à aucun moment, à ce que vient d'évoquer donc Philippe Goethals, au niveau au niveau de différences commerce, professionnels de santé, pourquoi les cliniques, pas les professionnels de santé libéraux alors qu'ils soignent, alors que c'est la même chose. Ça, le législateur n'y a pas pensé. Et comme je te l'ai déjà dit, j'allais dire, ni les ordres professionnels ne s'en sont occupés, ni au jour d'aujourd'hui, nous, et notre faute aussi à nous, en tant que syndicat représentatif, nous n'avons pas pris effectivement le problème à bras-le-corps. Alors, certes, parce qu'on a eu, j'allais dire, pas la connaissance de ça, puisque moi je l'ai eu, puisque c'est toi qui m'as apporté ce sujet-là, et on n'en avait jamais eu connaissance. Ça n'est jamais arrivé, à part ton cas. Alors effectivement, on aurait dû s'en occuper, c'est certainement une erreur de notre part. Ça ne dit pas qu'on ne va pas le faire aussi à un moment, parce qu'il faudra peut-être aussi trouver des solutions, et que le législateur assume aussi ces textes. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de professionnels de santé dans tel ou tel endroit. Alors parfois ça peut se comprendre, les kinés ça peut se comprendre parce qu'il n'y a pas de médecin. Mais si le médecin lui veut s'implanter, qu'on lui dit hop, moi je suis dans un PLU commerce, toi t'es pas un commerçant, tu peux pas t'implanter. Donc ça ne fera pas venir d'autres professionnels de santé. Donc ça, il faut aussi que le législateur, en matière de démographie de professionnels de santé, de zones sous-dotées, s'inquiète de ce sujet-là. Et au jour d'aujourd'hui, effectivement, personne ne s'en occupait, ni en interpro, ni dans l'ensemble des professionnels libéraux, donc avocats, architectes, experts comptables, tout ce qui va bien, ni effectivement masseur-kinésithérapeute, ni médecin. Là, c'est clairement effectivement quelque chose à pousser au niveau des parlementaires pour qu'ils modifient la loi et effectivement agir, puisque là, pour modifier une loi, il faut une nouvelle loi. Alors je voulais quand même juste te dire que ça s'est bien terminé parce qu'il y a eu le bon sens de l'architecte Voyer et la mairie de Paris a autorisé l'ouverture du cabinet aux normes handicap loi de 2015, c'est-à-dire que le cabinet est aux normes, mais a autorisé l'ouverture. Donc ça fait maintenant jurisprudence. Merci. Une dernière question. Voilà, alors si on n'est pas aux normes et qu'on fait la sourde oreille, on ne fait rien du tout, qu'est-ce qui va nous arriver ? Eh bien écoutez, si vous avez un contrôle, ça va vous coûter cher, tout simplement. J'allais dire, alors c'est pas vraiment péjoratif quand je dis ça, donc le prenez pas comme une attaque évidemment à l'encontre des personnes à mobilité réduite. Là c'est juste quelque chose que l'on a entendu dans les réunions, j'ai fait beaucoup de réunions, j'entends les associations de personnes handicapées, je comprends effectivement les problématiques et la défense qu'elles font, mais certaines nous ont dit
que de toutes les façons, elles avaient déjà donc créé des brigades de personnes qui iraient vérifier les cabinets de professionnels libéraux dans les communes, alors essentiellement à Paris, parce que nous, c'était sur Paris les réunions dont on avait, sur lesquelles nous participions, et que ces personnes, en fait, noteraient ce qui va ou ce qui ne va pas dans ces cabinets et déposeraient éventuellement des recours et tiendraient aussi une liste des professionnels de santé qui sont accessibles et ceux qui ne le sont pas. Donc c'est un risque, effectivement, donc il faut être vigilant dessus. D'un autre côté, elles justifient aussi leur existence pour ça. Et sur le fond, quelque part, elles ont raison, puisque la loi doit s'appliquer aussi. Donc le risque principal, un contrôle administratif, il peut toujours arriver, avec les sanctions que vous avez vues tout à l'heure d'afficher. Ça, on sait très bien que l'administration, le temps qu'il déclenche quelques vérifications, ça prend toujours un certain temps. Mais aussi, ça peut venir d'associations de patients ou même de patients eux-mêmes. Là, c'est quand même beaucoup plus rare parce que lui, le patient, lui, veut juste être soigné.